Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer ce comité technique consacré à la jaunisse de la betterave dans un format original, puisque les présentations seront partagées entre l'ITB et les services agronomiques de sucrerie. En effet, l'expérimentation des solutions de lutte contre la jaunisse se fait en commun grâce au PNRI, le plan national de recherche et innovation qui structure les projets de recherche sur la jaunisse. Donc Audrey, tu peux passer à la slide suivante. Donc vous voyez ici la situation jaunisse en 2023 et 2024. Chaque point représente une parcelle de notre réseau d'épidémiosurveillance et la couleur représente la sévérité de la jaunisse. Globalement, les 2 dernières années étaient peu favorables à la jaunisse. On voit néanmoins dans le sud-ouest de la zone de production une présence importante de symptômes. Donc la première période du PNRI a pris fin en 2024. Elle se poursuit pendant 3 ans avec le PNRI consolidé, toujours avec une coordination scientifique qui est assurée par l'INRAE et une gestion opérationnelle assurée par l'ITB. Le PNRI consolidé va permettre d'approfondir les connaissances et de progresser vers l'opérationnalisation des solutions développées dans la première période du PNRI. Donc, il est structuré autour de 5 projets de recherche, un projet coordonné par l'INRAE pour approfondir les connaissances sur les réservoirs viraux, un projet toujours coordonné par l'INRAE pour poursuivre le travail de modélisation et fournir à la filière des outils d'anticipation du risque, un projet porté par un semencier et un fabricant de biosolutions pour développer une solution innovante en enrobage des semences, un projet coordonné par l'ITB en partenariat avec l'Université d'Amiens pour maintenir une veille sur les solutions de biocontrôle. Et un dernier projet qui est le réseau de fermes pilotes d'expérimentation. Tu peux passer à la slide suivante, Audrey, avec une cinquantaine de parcelles suivies soit par l'ITB, soit par les services agronomiques de sucrerie, soit par des lycées agricoles. Donc c'est le lieu où on expérimente en conditions réelles de production les solutions qui vous seront présentées juste après. J'en profite pour remercier les agriculteurs qui nous accueillent dans leurs parcelles et qui seraient présents aujourd'hui. Slide suivante. Donc nous avons complété ce réseau de fermes pilotes par un plan d'action dans la zone où la maîtrise de la jaunisse est plus difficile, au sud-ouest de la zone de production qu'on voyait précédemment sur les cartes. C'est une zone où il y a des betteraves toute l'année, avec la culture de betteraves racines pour la production de sucre et la culture de betteraves porte-graines pour la production de semences, qui, elles, se sèment en fin d'été et se récoltent l'été suivant. Donc, il ne peut pas y avoir de rupture du cycle épidémique pendant une partie de l'année, si bien que les 2 cultures de betteraves se contaminent entre elles. Nous avons donc mis en place un plan d'action avec les 2 filières réunies pour faire baisser la pression virale dans cette zone. Par exemple, en 2024, nous avons mis à disposition des agriculteurs producteurs de betteraves sucrières des solutions pour compléter leur protection apicide et des actions sont également mises en place par la filière betterave semence. Donc nous allons maintenant vous présenter les principaux résultats obtenus depuis 4 ans d'expérimentation. Donc c'est Quentin Tilloy de Cristal Union qui va démarrer en vous présentant les enseignements qui doivent inciter tous les agriculteurs à la gestion des réservoirs viraux. Puis Ophélie Boling de Saint-Louis Sucre vous présentera les conseils dans l'utilisation des produits afficides. C'est ensuite Audrey Fabarez de l'ITB qui présentera les résultats sur les médiateurs chimiques avec des propriétés soit répulsives pour les pucerons, soit attractives pour les auxiliaires. Elle présentera également les résultats sur plan de compagne et les combinaisons de levier. Damien Andrieux de Tereos présentera une stratégie de biocontrôle par augmentation des prédateurs de pucerons. Je vous présenterai les travaux en cours sur l'évaluation des variétés. Et en guise de conclusion, c'est Florence Bourdeau de l'ITB qui présentera nos différents canaux de communication pour que vous puissiez rester informés sur l'avancement du PNRI.
Donc, compte tenu du nombre de présentations, mais ça va tenir en 40-45 minutes, je vous propose d'enchaîner chacune d'elles, hein, puis nous passerons ensuite à une série de questions à la fin pour que, voilà, que vous pouvez dès à présent poser dans le chat et que je balayerai en fin de présentation. Donc, Quentin, c'est à toi. Merci Fabienne, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous parler de la gestion des réservoirs viraux. Donc Fabienne en a déjà parlé un peu à travers la gestion des betteraves porte-graines et des betteraves sucrières en Eure-et-Loire, mais il y a aussi d'autres réservoirs viraux dans la plaine betteravière. Si tu peux passer à la slide suivante, Audrey, s'il te plaît. Donc on a à la fois des réservoirs de pucerons et de virus, hein. C'est par exemple les cordons de déterrage, les repousses des collets de betterave dans les céréales de l'année suivante, et puis aussi certaines plantes qu'on utilise dans les couverts, notamment la facélie ou dans de moindres mesures les févroles. Et puis il y a également les crucifères, hein, notamment le colza, qui est aussi une source de réservoir de pucerons cette fois-ci. Pas forcément réservoir de virus, mais un réservoir de pucerons, donc qui vient alimenter aussi le risque jaunisse dans la plaine betteravière. Donc, je vais vous parler un petit peu de la gestion prophylactique de ces différents réservoirs viraux. Et il est important de noter que, en ce qui concerne la gestion prophylactique, c'est très important que l'ensemble du territoire soit géré au niveau de la prophylaxie pour que cela ait un effet significatif. Donc, au niveau de la gestion des cordons de déterrage, plusieurs options pour la gestion de ces réservoirs viraux, un peu en fonction de la saisonnalité et de la météo. Au début des arrachages, il peut être efficace de d'épandre et d'enfuir les résidus de déterrage dès la réception des betteraves, et vous pouvez remettre ça directement dans les parcelles qui viennent d'être arrachées quand on est en début de campagne. Effectivement, c'est plus forcément possible un peu plus tard en saison. Euh, à l'automne ou en début d'hiver, il peut être utile de retourner les andins de déterrage, hein. Notamment, là, vous avez peut-être pu profiter des périodes de gel qu'on a eues ces derniers jours pour pouvoir retourner les andins et ainsi supprimer les repousses de betteraves dans les cordons de déterrage. Et puis après, en dernier recours, si le cordon de déterrage ou les accès au dépôt de betteraves sont trop humides, on peut aussi avoir recours à une solution de désherbage chimique avec des produits à base de glyphosate, avec deux usages qui sont possibles selon l'emplacement du silo, hein, donc qui sont inscrits à l'écran. Soit l'usage traitement généraux, désherbage, interculture jachère et destruction de culture pour un silo qui est situé dans la parcelle, et bien sûr uniquement en absence de labour, puisque sinon le glyphosate n'est pas autorisé. Et puis les spécificités d'usage, traitements généraux, désherbage, zone agricole non cultivée pour un silo qui serait situé en bordure de parcelle sur une plateforme à betterave. Un petit chiffre, c'est que en 2024, nous avons réeffectué des échantillons de repousses de betteraves sur cordon de déterrage, et il y avait 11% de ces échantillons qui étaient porteurs de la jaunisse et notamment du virus du BYV. Donc c'est quand même un chiffre important qui explique aussi que c'est un réservoir viral important. Je rappelle aussi que nous avons, ouais, c'est pas grave, Audrey. Nous avons mis en place des fiches de gestion de prophylactique, hein, de ces différents réservoirs viraux. C'est le QR code que vous avez à droite de l'écran. Et donc, pour chacune de ces gestions, vous pouvez soit scanner le QR code, soit cette fiche est également accessible en ligne. Et donc, Audrey, on peut passer à la slide sur les gestions des repousses de betteraves dans les céréales d'hiver. Donc, ce qui peut être efficace pour lutter contre cette source de réservoir viral, c'est d'enfuir les collets après la récolte, donc avec le travail du sol avant le semis de la céréale. Le plus efficace étant effectivement le labour, parce qu'on a une vraie opération de retournement, et donc les collets vont être plutôt placés en profondeur, donc ce sera plus efficace. Et puis après, il y a la solution de désherbage chimique, hein, donc avec le désherbage dans les céréales. Parfois, le désherbage des céréales à l'automne peut suffire, surtout si après il y a des périodes de gel comme cette année. Il faut aller recontrôler les parcelles, et s'il y a de nouvelles repousses, ou si en tout cas les repousses sont toujours présentes au printemps, on peut avoir recours à du désherbage avec par exemple de l'allié SAR SX dans le blé ou dans les autres céréales. Et une attention particulière devrait être portée aux repousses des betteraves qui sont issues de variétés Conviso Smart, puisque le désherbage avec de l'haline ne fonctionnera pas sur ces repousses de betteraves. Et donc, le seul moyen chimique de détruire ces collets sera l'utilisation du produit Bofix. Ensuite, la dernière gestion des réservoirs viraux, c'est sur les plantes qui sont contenues dans les couverts d'interculture, hein. Donc, l'objectif, c'est vraiment de détruire les couverts végétaux, allez, 3 à 4 semaines avant le semis des betteraves au minimum.
pour que la matière soit bien dégradée et que ces plantes-là ne soient plus réservoirs de virus. Et une attention plus particulière devrait être portée quand il s'agit de couverts contenant de la facélie, parce que dans le cadre de différents projets du PNRI, nous avons pu mettre en évidence que la facélité est un réservoir viral assez important, et donc notamment par rapport au YV. Et donc, bien sûr, cette gestion, elle est importante pour tous les couverts, et pas uniquement les couverts avant betterave, hein, tous les couverts en plaine, mais une attention plus particulière devrait être portée aux couverts qui contiennent de la facélie. Donc voilà en ce qui concerne la gestion des réservoirs viraux. Je vais maintenant laisser la parole à Ophélie pour la partie lutte contre les pucerons et la jaunisse. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, merci Quentin. Donc moi, sur la partie lutte contre les pucerons et la jaunisse, avant, je voudrais juste réaffirmer que dans tous les essais qui ont été conduits depuis 2021 dans le PNRI, ce sont bien des essais qui ont voulu prendre un large spectre et la considération économique a été prise en second plan. Donc voilà, c'était au moins pour certaines choses pourront surprendre, au moins vous êtes avertis de cela. Donc dans un premier temps, merci Audrey de passer. On aura donc les produits aficides. Donc les produits aficides, je n'invente rien. La flonicamide, donc TPQ, Afinto, limitée à une seule application en France, donc 2024 et aussi bien en 2025. Nous avons aussi le spirotétramate Movento, 0,45 litres à l'hectare, limité à 3 applications en 2024. Il faut savoir qu'à ce jour, la demande de dérogation est en cours. Et le seuil d'intervention pour tous ces produits aficides sur pucerons vert-aptère, c'est 1 puceron pour 10 betteraves. Il est fort probable qu'en début de saison, avec les arrivées qu'on peut avoir sur des petites betteraves, les pucerons sont difficilement observables. Il s'agit d'être équipé et de se mettre à genoux avec une loupe pour pouvoir les observer et savoir si vous avez atteint ou pas le seuil pour enclencher le traitement aficide. Dans tout ce qui est produit de biocontrôle, il y en a un qui nous a un peu retenu notre attention, c'est l'huile de paraffine. Certains d'entre vous doivent déjà l'utiliser en pommes de terre. Donc l'huile de paraffine homologuée à 10-15 litres hectare, limitée à 2 applications dès la levée des betteraves, avec un mode aficide, et on a mis EU sur la transmission virale, étant donné qu'à ce stade, on a encore besoin d'aller au-delà dans les recherches et l'expérimentation pour vraiment comprendre le fonctionnement de l'huile de paraffine dans un programme aficide. C'est pourquoi aussi on vous mettra deux préconisations à la suite sur cette slide pour bien préciser qu'en fonction de la précocité d'arrivée des pucerons vecteurs de la jaunisse virale, il sera préférable de soit commencer par l'huile de paraffine relayée d'un aficide ou inversement. À noter aussi, et c'est très très important pour ne pas avoir de mauvaises surprises, c'est qu'il est fortement déconseillé, l'huile de paraffine est une huile, de le mélanger à une bouillie herbicide pour limiter les risques de phytotoxicité sur votre parcelle de betterave. Alors là, l'idée, c'est aussi d'ouvrir un petit peu. Alors là, la photo, ce sont des micro-parcelles en essai. Il faut savoir qu'il y a une véritable veille commerciale aussi à travers le PNRI qui est réalisée au sujet des biocontrôles. Et il est bien évident qu'avant d'essayer en grande bande, on essaye et on valide nos produits biocontrôle en micro-parcelles. Et l'important pour nous d'aller jusqu'à l'essai grande bande à la suite, c'est aussi de voir pour vous, agriculteurs, la faisabilité et la praticité de l'utilisation de ces biocontrôles. Dans ce qui est des résultats produits aficides et biocontrôle, sans grande surprise, nous aurons donc la flonicamide qui sera qui aura été le nombre d'essais le plus répandu depuis ces 4 dernières années, avec des résultats, comme vous le voyez, de 62 à 72% d'efficacité à 14 jours après le traitement, j'entends bien, sur aptère vert. Un coût de passage environ de 27 €. Une efficacité donc qui reste qui est vraiment notre base de travail par rapport à l'aficide en tant que tel. Quand on descend sur les 2 lignes d'en dessous, sur tout ce qui est biocontrôle, les champignons entomopathogènes, représentés sur 14 essais, avec en effet un intervalle d'efficacité qui est moindre, un produit qui à ce jour n'est pas homologué, mais néanmoins on ressent nous le besoin dans le PNRI de poursuivre les essais pour vraiment comprendre et voir l'efficacité que pourraient avoir aussi bien ces produits dans un programme complet. Et il en est de même pour l'huile de paraffine avec 13 essais. L'huile de paraffine qui, pour le coup, sur ces 13 sites, a été aléatoire d'une année à l'autre, aussi en fonction de la pression. Et bien, un coût qui là est connu, l'huile de paraffine étant homologuée sur d'autres cultures, 30 à 50 € de l'hectare.
Mais comme je vous disais, on a vraiment un besoin de poursuivre les essais sur ces molécules, enfin sur ces biocontrôles, pardon, pour savoir si l'intégration dans des programmes afficides à terme pourrait vraiment être facteur de réussite pour lutter contre la jaunisse virale. Je vais laisser la suite à Audrey. Bonjour à tous, donc Audrey Fabarez. Alors moi de mon côté, je vais vous parler donc d'autres solutions que l'on a testées dans le PNRI, donc qui sont les médiateurs chimiques. Alors un médiateur chimique, hein, ce sont des odeurs qui vont être diffusées dans les parcelles et dont l'objectif va être d'avoir un effet répulsif sur les pucerons ou attractif sur les auxiliaires. Donc le premier type de médiateur chimique que l'on travaille, donc ce sont des allomones. Ce sont des granuléens qu'on épand avec un épandeur centrifuge à une dose de 4 kg/hectare. C'est plutôt une solution à utiliser en préventif avant la colonisation des pucerons dans la parcelle, donc plutôt au stade de feuilles des betteraves. Parce que parmi les modes d'action de ce produit-là, on a la réduction de la colonisation des pucerons ailés sur la parcelle. On a aussi d'autres actions comme l'altération de la reproduction des pucerons aptères et une diminution du comportement alimentaire des pucerons déjà installés, donc des pucerons aptères. On a également un autre produit qui est travaillé, donc c'est un attractif pour les auxiliaires, donc c'est un adjuvant qui peut être utilisé en mélange avec les herbicides. Donc c'est une formulation liquide, hein, c'est pulvérisable à 0,5 litres hectare en 2 ou 3 applications. Donc là, pareil, c'est plutôt un produit à utiliser en préventif et comme je le rappelle, plutôt attractif pour les auxiliaires. Donc ces deux leviers ont été testés en conditions d'expérimentation dans les fermes pilotes d'expérimentation. Donc pour les allomones, on a mis en place 12 essais, donc en 2023 et en 2024. Et globalement, les résultats montrent une efficacité comprise entre 23 et 62%, donc une efficacité sur pucerons. La demande de dérogation est en cours pour ce produit et le prix indicatif est de 70 €. Pour l'attractif, pour les auxiliaires, on a mis en place seulement 5 essais, pareil sur les mêmes années, 2023 et 2024, avec une efficacité qui n'est pas encore démontrée et un prix indicatif qui est autour de 15 €. Globalement, pour ces deux solutions-là, on peut aussi dire que leur évaluation ne s'est pas faite dans des conditions optimales d'expérimentation, bien qu'on ait obtenu quelques résultats préliminaires. En effet, les années 2023 et 2024 n'étaient pas des années à forte pression jaunisse, donc il faut encore pouvoir démontrer ce que valent ces produits sur la jaunisse. Parmi les autres leviers que l'on a testés, on a également les plants de compagne. Alors les plants de compagne, ce sont des graminées. Alors c'est de l'avoine rude ou de l'orge de printemps, non haute de Mysus persicée, qu'on vient semer généralement en plein dans la parcelle. Alors nous, dans notre expérimentation, on les travaille plutôt en bande et on essaie de maintenir ces plants de compagne uniquement début de cycle de la betterave pour limiter au maximum la colonisation des pucerons sur la parcelle. Et donc, les résultats montrent que donc c'est un levier qu'on a beaucoup travaillé dans le PNRI de 2021-2024 avec un nombre d'essais assez conséquent et des efficacités qui sont plutôt intéressantes sur pucerons. Pour l'avoine rude, on a une efficacité qui est comprise entre 35 et 60% et pour l'orge de printemps, une efficacité qui est aussi intéressante. Au niveau du prix, pour l'avoine rude, on est à 86 € de l'hectare, c'est une estimation. Pour l'orge de printemps, on sera moins, notamment si on utilise des semences de fer. On a donc également pu évaluer au cours de ces années l'efficacité des plants de compagne sur les symptômes de jaunisse. Et donc, on a pu voir dans nos résultats qu'en fait, on n'obtenait pas forcément la même efficacité des plants de compagne selon les symptômes l'intensité des symptômes dans la parcelle. C'est-à-dire que quand on a des relativement faibles symptômes de jaunisse, inférieurs à 20% de jaunisse dans la parcelle, on a tendance à avoir une efficacité, on a un peu plus de mal à voir l'intérêt des plants de compagne dans la parcelle. Par contre, quand on arrive sur des niveaux de pression assez importantes avec des symptômes supérieurs à 20%, c'est là où on commence à voir des écarts qui se creusent dans la parcelle entre nos différentes modalités
nos différentes modalités et donc un intérêt des plans de campagne. La principale problématique avec les plans de campagne, c'est bien évidemment le risque de concurrence. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a évalué dans nos expérimentations. Donc concurrence avec la betterave. On a testé différents stades de destruction des plants de campagne. On a évalué la perte de rendement que cela pouvait occasionner sur le rendement betteravier. Et donc, on peut voir que plus la destruction de la plante de campagne est tardive, sachant qu'ici le stade de référence est bien évidemment le stade de la betterave, plus la destruction de la plante de campagne est tardive et plus la perte de rendement sera importante. Donc ce qu'on préconise, c'est plutôt une destruction autour du stade 4-6 feuilles des betteraves selon les conditions climatiques de l'année. Et maintenant, je vais laisser Damien vous présenter le sujet lâcher d'auxiliaire. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler donc des lâchers d'auxiliaires et plus en particulier les chrysopes qui sont des auxiliaires insectes prédateurs de pucerons. Donc pourquoi on a testé cette technique dans le PNRI, c'est que naturellement on observe toujours un décalage entre l'arrivée des pucerons et celle des premiers auxiliaires sur la parcelle qui laisse le temps en fait aux pucerons de se développer et inoculer le virus de la jaunisse. Donc le but, c'est de faire coïncider les pics de développement des pucerons avec les auxiliaires en enrichissant artificiellement le milieu pour mieux les contrôler. Donc on a travaillé avec deux sociétés, principalement Coopert, avec laquelle on a travaillé majoritairement les larves en combinant également les lâchers avec d'autres leviers comme les aphicides et les plantes de campagne. Et on a également travaillé les chrysopes sous forme œuf, notamment avec la société IFTech. Au niveau de l'itinéraire technique, on a testé plusieurs doses d'apport. Donc on obtient des résultats positifs à partir de 5 larves par mètre carré ou 40 œufs par mètre carré. On a également travaillé les périodes d'épandage. On voit que les auxiliaires ils semblent mieux se comporter lorsque les lâchers sont réalisés lors de conditions plus douces en relais d'un aphicide, par exemple. Il faut attendre que les températures remontent. Et on a également testé, comme vous pouvez voir sur la photo de droite, différents matériels d'application. Donc là, en l'occurrence sur la photo, c'est un épandeur à petites graines qui est muni d'une soufflerie et qui emmène les chrysopes sur la betterave en même temps que des opérations de binage. Je peux passer la diapo. Ouais. Donc, en ce qui concerne les résultats sur les comptages pucerons, on observe des efficacités aléatoires. Ça peut s'expliquer par un faible nombre d'essais mis en place et puis des doses et des positionnements dans l'itinéraire technique différents en fonction des sites expérimentés. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de conclure sur une efficacité des auxiliaires à ce jour. Ces résultats ils doivent être consolidés pour améliorer encore nos connaissances. Et en plus, on voit qu'encore à ce jour, le coût de la solution est vraiment élevé. Cependant, quand on discute avec les firmes qui produisent ces insectes auxiliaires, ils travaillent sur une montée en échelle de leur production pour améliorer ce coût. Donc c'est pour ça aussi qu'on se permet de les expérimenter dans les fermes. Donc sur la jaunisse, on a eu quelques résultats positifs, notamment sur cet essai en 2022 dans la Somme, dans lequel on avait testé notamment des combinaisons de leviers. Donc sur la photo de gauche, vous pouvez observer l'effet positif des plants de campagne à base d'orge sur une zone non traitée aphicide. Et sur la photo de droite, donc de la même manière, on est sur une zone non traitée aphicide, mais on a simplement enrichi donc le milieu avec des larves de chrysopes. Et on voit qu'on a réussi à améliorer la situation dans cet essai. Mais voilà, c'est un essai sur l'intégralité des essais qu'on a pu mettre en place. Et donc, ça demande encore à être confirmé sur d'autres sites. Voilà, sur cette partie chrysope. Je vais laisser la parole à Fabienne. Donc oui, je vais vous présenter le dernier levier qui est la génétique. Alors, toutes les variétés dans leur phase d'inscription avant de rentrer sur le marché sont évaluées pour leur tolérance aux différents virus de la jaunisse.
Bon, il faut savoir que ce sont des expérimentations un peu lourdes, hein, puisqu'il faut produire les pucerons virulifères, puis inoculer les betteraves. Chaque virus étant séparé hein, dans ces expérimentations. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de variété qu'on peut qualifier de tolérante. Néanmoins, il y a tout de même deux choses positives que je souhaiterais souligner. La première, c'est qu'on élimine toutes les variétés les plus sensibles pour ne pas qu'elles se retrouvent sur le marché. Donc, on ne sait pas dire aujourd'hui quand aura lieu la première inscription d'une variété tolérante à la jaunisse. Hein. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà de la variabilité dans la réponse à la jaunisse et qu'en éliminant les plus sensibles, il y a de fait un progrès qui existe chaque année. Le deuxième point positif, alors pas tout de suite Audrey, c'est que les sélectionneurs ont tous identifié dans leur matériel génétique des sources de tolérance. Donc il faut le temps de les intégrer dans les futures variétés, sans oublier les autres critères qui sont ceux que les agriculteurs connaissent bien, hein, la cercosporiose, la rhizomanie, les nématodes. Donc tout ça prend un peu de temps. Tu peux y aller Audrey. Donc on ne teste pas les variétés uniquement vis-à-vis de leur tolérance au virus. On analyse également le comportement alimentaire du puceron sur l'ensemble des variétés, car on observe des différences. Il y a effectivement des variétés qui sont moins appétantes que d'autres. Et donc, nous travaillons actuellement avec l'INRAE sur la mise au point d'une méthode de phénotypage rapide pour évaluer l'ensemble des variétés vis-à-vis de ce critère. Donc Audrey, hein, je te laisse terminer avec les combinaisons de leviers et puis c'est Florence qui conclura sur la communication du PNRIC. Oui, merci. Donc je vais effectivement conclure sur la partie combinaison de leviers pour vous mentionner que dans le PNRI, eh bien, on n'a pas identifié une solution qui permet d'arriver à un niveau de protection suffisant dans certaines situations, notamment les situations à risque. Donc ce qui sera travaillé dans le PNRI, ce sera plutôt des combinaisons de leviers pour essayer d'avoir des niveaux d'efficacité qui soient suffisamment importants. Par contre, ces combinaisons de leviers-là ne seront pas travaillées entre guillemets n'importe comment, elles seront travaillées en tenant compte des coûts et bien évidemment du risque jaunisse identifié dans les différentes régions betteravières en fonction des modèles de prévision qui ont été établis au début du PNRI. Donc à ce stade, il y a deux stratégies qui ont été envisagées pour la mise en place d'expérimentations. Dans les zones à risque élevé en jaunisse, l'objectif principal est de renforcer l'efficacité de la protection aphicide. Donc on mobilise sur les expérimentations le nombre d'aphicides usuels sur betterave et on y ajoute d'autres leviers sur lesquels on a déjà montré une efficacité sur puceron. Dans les secteurs à risque moyen à faible, l'objectif est de tendre vers une réduction du nombre d'aphicides en mobilisant des solutions pour remplacer un ou deux traitements aphicides. Voilà pour la partie combinaison de leviers. Florent, je peux te laisser terminer pour la partie communication. Oui, bonjour à tous. Donc, juste avant de passer aux questions, on va très rapidement parler de la communication. Donc c'était juste pour vous rappeler à tous que sur le site internet de l'ITB, il y a une rubrique PNRIC du coup maintenant, sur laquelle vous pouvez retrouver du coup toutes les informations du PNRI et du PNRIC, donc que ce soit pourquoi il y a eu ce programme de lancer, les projets, les actualités, des informations sur les fermes pilotes avec une carte qui permet de les localiser plus ou moins, et également des informations plus détaillées sur chaque levier qui sont testés sur ces fermes pilotes. Et donc je voulais principalement parler du coup des nombreux articles et vidéos qui sont réalisés donc tous les mois. Donc là vous avez quelques petits exemples, on a des témoignages, on a des retours d'expérience, des retours d'événements aussi, des informations plus générales sur ce qui s'est passé dans le mois. Mais également des petits articles sur les résultats des expérimentations qui sont menées, les résultats des essais, afin de vous tenir informés au fur et à mesure des avancées du PNRI de manière générale. Voilà, tu peux passer Audrey. Donc juste pour rappel, avec les services agronomiques des sucreries et avec les lycées agricoles, du coup partenaires du PNRI, on essaye au maximum d'organiser des événements,
qui permettent à tous de se rencontrer et d'échanger justement de vive voix sur le PNRI, sur les recherches de manière générale qui sont menées pour lutter contre la jaunisse et les pucerons. Et donc, vous voyez quelques petites photos. Donc, c'est des moments assez sympas qui permettent vraiment d'échanger sur ces sujets, de répondre aux questions parfois qui sont peut-être un peu plus, comment dire, visées sur un secteur particulier, ce genre de choses. Donc, c'est assez intéressant. Donc, pareil, n'hésitez pas à regarder de temps en temps sur le site web pour être informé de ce genre de choses. Et finalement, sur la dernière slide, un petit QR code pour vous inscrire à la newsletter mensuelle donc, qui s'appelle la PNRI Info. Donc dedans, c'est une fois par mois, le dernier jour du mois. Donc c'est très peu d'informations, pas de spam. Et c'est seulement les articles les plus importants sur la lutte contre la jaunisse et sur le PNRI de manière générale, donc les événements, etc. Tout ce que je vous ai dit juste avant, qui sont partagés à chaque fois en fin de mois pour que vous soyez au courant de manière facile et rapide de ce qui s'est passé durant le mois. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire, soit via ce QR code, soit sur le site de l'ITB. Je vais laisser Fabienne reprendre la main et pour pouvoir échanger et répondre aux questions. Ouais, donc nous allons passer à une série de questions. Donc je vous invite, tous les présentateurs, à réouvrir vos caméras. Audrey, je pense que tu peux peut-être arrêter le partage éventuellement, enfin sauf si ça suffit comme ça. Alors il y a une première question qui revient souvent. Je vais peut-être te l'adresser, Audrey, toi qui as fait les tableaux synthétiques des résultats. Tu indiques dans tes tableaux des efficacités de la ficide de référence TPKit 62 à 72%, alors que dans la tête de certaines personnes, c'est plutôt 80% d'efficacité. Est-ce que tu as une explication ? Oui, alors en fait, l'efficacité de 80%, c'est pour une évaluation du TPKI sur les pucerons 7 jours après le traitement. Lorsqu'on vient 14 jours après le traitement, on a généralement une efficacité qui est plutôt comprise entre 60 et 70% parce qu'on est en fin de rémanence du produit. Ok, alors j'ai une série de questions pour toi, Quentin. Qu'est-ce qu'il faut penser de la présence de facélie et de crucifères dans les jachères mellifères ? Oui, alors effectivement, j'en ai pas parlé, mais la présence de ces plantes, elle est d'autant plus problématique dans les jachères mellifères, etc. En tout cas, les zones qui restent couvertes toute l'année, ça pose d'autant plus de problèmes. Et donc, effectivement, c'est surtout la présence de la facélie qui semble poser problème de par l'aspect ressource de virus. Après, les crucifères, c'est une ressource plutôt de pucerons, donc bon, ça, il y a toutes les plantes un peu sont enfin plus ou moins réservoirs de pucerons quand même, hein, donc ça va être un peu compliqué de tout supprimer. Je pense que s'il faut porter une attention particulière à la facélie, surtout dans les mélanges pérennes. Après la notion d'interdiction, bon, c'est compliqué, hein, ça c'est quelque chose nous, ce qu'on fait déjà dans un premier temps, c'est déjà de le déconseiller. Après, la notion d'interdiction, forcément, ça demande un peu plus d'avoir un peu plus de données aussi, et puis c'est tout de suite un peu plus compliqué, quoi. Donc peut-être que ça viendra, mais il faut qu'on consolide un peu les chiffres et puis qu'on ait un peu plus de recul là-dessus, quoi. Ok, du coup, Quentin, j'en profite que tu aies la main. Là, il y a une autre question pour toi. C'est quoi le nom du produit pour les repousses de Convisosmart ? Alors c'est le Bofix. Donc le Bofix, c'est du fluoroxypyr et MCPA et clopyralide. Donc ça va être le seul produit qui est sélectif des céréales, utilisable au printemps, qui peut avoir une efficacité sur les repousses de betterave Convisosmart. Ok. Et alors peut-être une dernière dont tu n'as pas parlé, Quentin, mais je me souviens que chez Cristal Union, vous aviez fait des expérimentations sur le paillage en 2021, je crois. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, j'en pense que dans l'idée d'avoir un obstacle physique pour limiter la propagation des pucerons dans la parcelle, ça peut être intéressant. Maintenant, les essais qu'on a menés au début du PNRI, en première version, c'est que les résultats sont que, en fait, on a un paillage certes, mais du coup, parfois les adventices et notamment les kénopodes, elles arrivent quand même à lever en dessous du paillage. Et les premiers désherbages chimiques n'arrivent pas à toucher les adventices.
et elles arrivent à passer au-delà du paillis avec des fois 2-4 feuilles. Et du coup, après, ça devient très, très compliqué à gérer chimiquement, on n'y arrive plus. Et puis biner avec un paillage, c'est quasiment impossible. Donc en fait, on, on est plutôt bloqué par d'autres problématiques en dehors de la gestion des pucerons, plutôt sur la partie désherbage qui nous freine pour l'utilisation de cette technique. Et puis même les quelques essais qu'on avait menés, bon, c'était surtout en 2021 et avec des pressions de pucerons assez faibles. Et donc, on n'avait pas pu mettre en évidence de résultats positifs, mais parce que voilà, on avait une pression très faible de pucerons. Donc, on a vite arrêté cette technique parce qu'on voyait d'autres inconvénients, principalement sur la gestion du désherbage, qui aurait posé plus de problèmes que leurs bénéfices par rapport à la lutte contre le puceron, quoi. Ok. Et Alors puis, Audrey, Fabienne, si tu me vas-y. permets, un autre point, c'est que ça demande aussi forcément des quantités de paille extrêmement importantes et une logistique d'épandage, etc., qui, si on l'imagine à grande parcelle, pour l'instant, était difficilement envisageable, quoi. Donc, bon, c'est tout un tas de problèmes qui nous ont conduits à arrêter ces essais. Ok. Bon, je ne sais pas si je pourrais poser toutes les questions, hein, il y en a vraiment beaucoup. Audrey, une question pour toi. Est-ce que tu considères qu'il y a une différence d'efficacité entre l'orge et l'avoine en plan de campagne? Des résultats qu'on a obtenus sur les 4 années d'expérimentation, on n'arrive pas à distinguer aujourd'hui de différence significative entre les 2 espèces. En tout cas sur le puceron et oui, sur Genis, c'est assez équivalent aussi. Donc, Ouais. dans l'un et l'autre peuvent être utilisés pour des efficacités similaires. Alors, il y a une question aussi d'un agriculteur qui fait partie de nos FPE qui demande si c'est possible d'avoir une restitution des essais qui sont faits chez nous. Je pense que tu as prévu, rappelle-moi, tu as prévu une restitution prochainement auprès de tous les agriculteurs des FPE, je crois. Oui, début février. Alors, j'ai plus la date exacte. Il me semble que c'est le 3 février. On fait justement une réunion où on en profitera pour présenter les résultats et les protocoles de la future campagne aux agriculteurs des FPE. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui est bien renseigné, qui demande s'il y a toujours, on confirme qu'il y a présence de bichlorosis et de BYV sur févrole. Alors, je peux y répondre à celle-là. Effectivement, les chercheurs ont démontré sur quelques échantillons, hein, vraiment pas beaucoup, voilà, qu'il y avait présence de virus, mais ça reste à confirmer parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'échantillons. Alors, si toujours pour toi, Audrey, est-ce qu'on a testé autre chose que des graminées en plan de campagne? Oui, alors on a testé un certain nombre d'espèces, on a testé aussi de la févrole, on a testé de la vesse, et puis sur les premières années, on a aussi testé du fenugrec. Mais ce qui ressort en termes d'efficacité sur les pucerons, ça reste quand même l'avoine brune et l'orge de printemps. La févrole est aussi particulièrement sensible au désherbage des betteraves. La vesse aussi, donc c'est des options qu'on a un petit peu mis de côté pour se concentrer plus sur les graminées. Ok. Alors, une question pour vous, les sucriers. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il existe un réglage adapté des déterreurs pour avoir moins de betteraves qui restent au sol? Et voilà, globalement, est-ce qu'on peut optimiser l'utilisation des déterreurs? Je ne sais pas qui peut répondre à ça. Quentin, tu te lances? Ou Damien? Je me lance, oui. Oui, après, je laisserai mes collègues compléter s'ils le souhaitent, mais après, ça existe, hein. Enfin, on peut bien sûr les régler. Le truc, c'est qu'on va forcément avoir à un moment donné un compromis à trouver entre quand même déterrer suffisamment et puis le fait qu'il reste. Alors, on essaie toujours d'optimiser qu'il y ait le moins de collés possible ou le moins de petites betteraves possible qui passent à travers les barreaux, mais bon, il en suffit d'assez peu pour que ça soit quand même source de virus. Donc, de toute manière, on essaye d'optimiser qu'il y ait le moins de collets et le moins de petites betteraves qui passent à travers, et pour cette gestion des réservoirs viraux, mais avant tout pour qu'il y ait le moins de pertes de betteraves possibles au moment du déterrage. Donc, oui, les réglages existent. Après, je pense qu'on essaye, quoi qu'il arrive, d'optimiser. Et bon, selon les cas, c'est pas toujours parfait, mais voilà, je pense qu'on essaie d'optimiser pour toutes les raisons possibles. Ouais. Ok, donc ensuite j'ai une question un peu plus politique sur avez-vous travaillé sur cet amipride et la flupiradifurone? Alors la réponse c'est non, pas en France parce que leur utilisation est interdite. En revanche, on
on a toutes les références de nos collègues européens qui nous montrent leurs résultats, mais c'est pas testé en France. Pourquoi vous ne parlez plus du Maverick Jet qui est homologué, enfin du pyrimicarbe? Alors, quelqu'un qui fait un retour d'expérience et qui considère qu'il y a des bons résultats sur pucerons verts, sur les autres cultures tout du moins, pas forcément sur betterave, mais sur les autres cultures, ça continue d'être conseillé. Est-ce que quelqu'un veut prendre cette question-là? Sinon, en tout cas, je peux en apporter une première, vous compléterez, mais de notre côté, les prélèvements de pucerons qu'on a fait, qui ont été testés pour leur résistance à ce type de matière active, montraient que la grosse majorité des pucerons étaient devenus résistants. Donc c'est pour ça que, des pucerons verts, donc c'est pour ça qu'on les conseille plus, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter, mais en tout cas, on a pas mal de données là-dessus. Oui, on a quelques essais où effectivement on a l'impression qu'il y a un début d'efficacité. Après, les résultats sont tellement aléatoires et majoritairement, on voit que les populations aujourd'hui de Mysus sont plutôt résistants à ce type de famille chimique. Donc c'est pour ça qu'on les déconseille, même si en effet il y a quelques essais où on voit encore une petite efficacité du tofu. Ouais. Alors, pendant que tu as la parole, Damien, il y a quelqu'un qui pose une question pour savoir si on a testé d'autres types d'auxiliaires que les chrysopes, et notamment des carabes, dont certains sont effectivement connus comme étant des bons prédateurs de pucerons. On n'a pas testé des carabes, mais on a testé des coccinelles sur certains essais où on avait notamment mis des phéromones avec des lâchers artificiels de coccinelles. Bon, après, tout est une question d'efficacité et de compromis avec les coûts de la solution. Je pense que là, les chrysopes, alors quand on a commencé à le travailler, on était sur une solution, si on le ramenait à l'hectare, au niveau du lâcher, on était à peu près à 600 € l'hectare. Là, aujourd'hui, avec les efforts qui sont faits de la part des fermes, on se rapproche plutôt des 150 € de l'hectare. Donc, il y a déjà un premier pas qui a été fait, mais c'est pas suffisant. Si on veut avoir quelque chose, on va dire d'acceptable, il faut encore travailler sur ces coûts, c'est clair. Mais c'est sûr que oui, on a travaillé d'autres choses. On a travaillé aussi des aphidus, des hyménoptères parasitoïdes. Mais là, en termes d'efficacité, on n'a pas vu des efficacités semblables à ce qu'on a pu voir sur certains essais en chrysope. Voilà. Alors la prochaine question, c'est lorsqu'on est à moins de 500 mètres d'une betterave porte-graine, est-ce qu'il faut envisager d'arrêter de faire de la betterave à sucre? Bon, je peux faire une première réponse, vous compléterez, mais on avait fait un diagnostic assez poussé en 2023. On avait estimé la sévérité de la jaunisse dans toutes les parcelles de betteraves sucrières, et on avait calculé le niveau de sévérité en fonction de la distance à la betterave porte-graine la plus proche. Ce qui est sûr, c'est qu'à moins d'1 kilomètre, la sévérité est vraiment plus élevée, quoi. Quand on est à plus d'1 kilomètre, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de jaunisse, c'est pas vrai, mais les symptômes sont moins marqués et l'impact rendement a tendance à être moins fort aussi. Oui, dans un rayon de 1 kilomètre, oui, on ne peut pas vous garantir que vous saurez protéger vos betteraves de la jaunisse, c'est compliqué, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un veut compléter, mais... Donc, on a mis en place un plan d'action dans cette zone-là où on propose aux agriculteurs de compléter leur protection aphycide classique avec les solutions qui sont déployées dans le PNRI, que ce soit les allomones, des lâchers d'auxiliaires, des plans de compagne. Voilà, on essaye vraiment d'augmenter la protection pour faire baisser au maximum le réservoir viral dans ce secteur-là. Mais c'est compliqué. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter des colzas en bordure de parcelles de betteraves? Est-ce que quelqu'un veut répondre? Moi, si tu veux, Fabien. Vas-y, Ophélie, ouais.
s'en inquiéter. En effet, cette année, on s'en est inquiété. Et à juste titre, on a eu une pression limace qui a été forte de ce côté-là. Après, pour tout ce qui est pucerons, il se trouvait que les pucerons, la présence d'une parcelle de colza ne renforçait pas forcément la présence de jaunisse dans nos parcelles de betteraves à proximité directement. Maintenant, forcément, les hivers qui peuvent être doux font que les pucerons passent l'hiver là-dedans. Maintenant, il y a pas forcément, là c'est peut-être toi Fabienne qui pourra reprendre, c'est la certitude que les pucerons vecteurs de la jaunisse de la betterave sont ceux qui sont dans les colzas. Voilà, il y a pas mal de choses encore qu'il faut creuser là-dessus. Et je pense que tu sauras peut-être plus que moi reprendre sur ce sujet-là. Oui, on sait effectivement que c'est les mêmes clones de pucerons qui sont dans les colzas, dans les betteraves. Néanmoins, on sait aussi que voilà, on n'arrive pas à infecter des colzas avec les virus de la jaunisse. Donc, le puceron, de toute façon, il doit aller s'alimenter quelque part avant de venir sur la betterave pour acquérir le virus et contaminer la betterave d'à côté, quoi. Donc, de ce fait, le risque est quand même assez limité. Alors, il y a quelqu'un qui demande, c'est peut-être pour toi, Damien, est-ce qu'on a testé les CIRF? Mais je pense que tu as répondu tout à l'heure. Non, on n'a pas testé les CIRF. Non. Je vais pas réussir à toutes les balayer, hein, les questions, je pense pas. Prochaine question. Quand est-ce qu'on aura une idée de la pression puceron en 2025? Alors, ce qui nous guide principalement, c'est la présence de virus dans les betteraves porte-graines. Ça, il va y avoir un prélèvement organisé par la filière semences qui va être réalisé début février pour tester toutes les parcelles de betteraves porte-graines. Et l'autre indicateur qu'on utilise chaque année, c'est un modèle qui avait été développé dans le PNRI qui nous permet de prédire la date d'arrivée des pucerons et leur abondance. Et ça, on attend d'avoir le climat, enfin surtout la température jusqu'au 15 février avant de pouvoir faire tourner les modèles. Donc oui, on reste cette année sur une stratégie de protection TPK et Movento comme c'est indiqué par la personne qui pose la question. Faut-il intervenir avec des insecticides spécifiques sur les parcelles de colza limitrophes des parcelles de betterave? Éventuellement dans des zones très à risque, pourquoi pas. On l'a fait l'an dernier sur les betteraves porte-graines. Justement, dès qu'on a vu apparaître les premiers pucerons en betterave sucrière racine, on a alerté les semenciers qui ont et les multiplicateurs ont fait une application de TPK pour essayer de contenir, enfin d'éliminer un maximum de pucerons qui pourraient venir s'alimenter dessus et contaminer les betteraves sucrières voisines. Voilà, dans cette zone-là, c'est sûr qu'on raisonne un peu différemment. Pour le reste, je pense qu'il n'y a pas de risque, mais n'hésitez pas à compléter les collègues. Il y a pas mal de questions qui reviennent, donc je pense qu'on commence à avoir tout éclusé. Peut-être une question pour toi, Audrey. Pour les aménagements de parcelles avec des bandes fleuries, des zones refuges, est-ce qu'on a testé cette solution-là et qu'est-ce qu'on en pense? Oui, on a testé donc les bandes fleuries pendant 3 années. À chaque fois, on avait à peu près une quinzaine d'essais par an, donc c'était en partenariat avec l'INRAE. En général, les résultats qui sont ressortis, c'est que déjà sur la moitié des mises en place qui ont été réalisées, on avait quand même des difficultés à avoir des bandes fleuries de bonne qualité. Donc ce qui fait qu'on n'a pas pu tout suivre. Et sur celles qui ont été suivies, donc en général, on observait un effet quand même de la bande fleurie, un effet de la bande fleurie sur les pucerons, mais uniquement jusqu'à 5 mètres, c'est-à-dire qu'au-delà de 5 mètres, on voyait plus de réduction des populations de pucerons et plus d'augmentation d'auxiliaires. Donc la conclusion, c'est qu'il y aurait potentiellement un effet des bandes fleuries, mais qui reste quand même très localisé. Ok, les questions suivantes se recoupent avec les précédentes. Il y en a peut-être une là sur les températures froides là qu'il y a eu. Est-ce que ça va permettre de contenir un peu les pucerons? Oui, non, peut-être les pucerons les moins vigoureux, les plus faibles, mais il faut des températures bien plus basses. Faut descendre en dessous de -10 pour espérer
avoir un vrai contrôle des populations de pucerons. Donc, avec des -5, -6, c'est quand même pas suffisant. Je pense avoir fait à peu près le tour. Si j'en ai oublié, parce qu'il y en avait quand même pas mal, franchement, n'hésitez pas, je vais revérifier, mais on pourra vous faire un retour individuel puisqu'on a vos adresses mail. Je pense qu'on va pouvoir mettre fin à ce webinaire. Donc, je remercie l'ensemble des participants. Vous étiez presque 200, donc c'est pas mal. Donc, il va être diffusé en replay sur notre site internet à partir de cet après-midi. Donc, merci aux présentateurs. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et une très bonne année pour 2025. Il est encore temps. Merci à tous.